Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un système fondamental dans notre organisme, puisque c'est celui qui va permettre la régulation de la plupart des autres systèmes de notre corps, à savoir le système nerveux. Comme d'habitude, il ne s'agit pas d'un cours exhaustif sur le sujet, mais d'une vulgarisation pouvant s'adresser à des professionnels de la santé ou du sport, mais aussi à des étudiants ou tout simplement des passionnés. Tout d'abord, il faut savoir que notre système nerveux a trois grandes fonctions. Une fonction sensorielle, il permet de ressentir des stimuli internes et externes à notre corps. Pour les stimuli externes, par exemple, quand vous vous levez le matin et que vous allumez la lumière, vous êtes ébloui un instant. Vous ressentez donc les variations de luminosité. Quand vous sortez de chez vous l'hiver, vous ressentez le froid, tout comme vous ressentez la chaleur de l'eau sous la douche et celle des rayons du soleil sur votre peau. Vous percevez donc les variations de température, et bien évidemment, plus ces stimuli sont contrastés, plus vous les ressentez facilement. Cette notion de contraste a son importance parce que si vous êtes chez vous ou bien sur votre lieu de travail et qu'on s'amuse à augmenter la température d'1 degré toutes les 10 minutes, sans vous prévenir, vous allez mettre un moment à vous en apercevoir. Parce que, pour que vous le ressentiez rapidement, il faudrait qu'il y ait une variation de plus ou moins 6 degrés par minute. Je termine la parenthèse là-dessus. Notre système nerveux nous permet donc de percevoir les stimuli externes à notre corps, mais pas seulement. Il permet aussi de percevoir de manière consciente ou non les stimuli internes à notre organisme, comme par exemple l'augmentation de l'acidité du sang, la baisse de la glycémie, la distension de la paroi du tube digestif, la hausse de la pression artérielle, et j'en passe. Vous pouvez donc retenir que notre système nerveux a une fonction sensorielle, il permet donc de percevoir notre environnement externe et interne de par les stimuli qu'il est capable de détecter. D'ailleurs, ces récepteurs sensoriels, qui sont en fait des neurones spécifiques, ne portent pas le même nom selon leur localisation et les stimuli qu'ils sont capables de percevoir. Parmi ces neurones sensoriels, nous retrouvons des chimiorécepteurs qui réagissent aux agents chimiques permettant de ressentir le goût et l'odeur, mais aussi la concentration en CO2 et en dioxygène dans le sang. On les retrouvera majoritairement au niveau de la langue, des muqueuses de la bouche, de la cavité nasale, de la aorte et de la carotide. Nous avons des barorécepteurs qui permettent de percevoir la pression artérielle et que nous retrouvons majoritairement au niveau des tissus élastiques des vaisseaux sanguins, de la carotide, de l'aorte et bien sûr du cœur. Nous possédons aussi des mécanorécepteurs qui, comme leur nom l'indique, réagissent aux forces mécaniques comme la pression, la gravité, l'inertie, le son, le toucher et les vibrations. Nous les retrouvons majoritairement dans l'épiderme, donc au niveau de la peau. Nous avons aussi des osmorécepteurs, principalement dans l'hypothalamus, qui réagissent aux variations de la pression osmotique du sang, permettant entre autres de prévenir la déshydratation, déclenchant la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Si le fonctionnement du système hormonal vous intéresse, je vous invite à écouter mon épisode sur les tissus épithéliaux et le système endocrinien, car je ne vais pas approfondir plus là-dessus dans cet épisode. Je termine avec les deux derniers types de neurones sensoriels que j'ai donné en exemple tout à l'heure, avec les thermorécepteurs, qui se trouvent dans l'épiderme et proches des capillaires sanguins, permettant de percevoir les variations de température cutanée, et pour finir, les photorécepteurs, que l'on retrouve sur la couche postérieure de la rétine, qui sont sensibles à la lumière. Nous avons donc différents types de neurones sensoriels, chimio, baro, mécano, osmo, thermo et photorécepteurs. Deuxièmement, notre système nerveux a une fonction d'intégration. Quand nos neurones sensitifs, aussi appelés neurones afférents, perçoivent un stimuli, ils transmettent l'information sensorielle le long de nos nerfs crâniens ou rachidiens vers la moelle épinière ou l'encéphale. L'encéphale étant ce qui se situe à l'intérieur de notre boîte crânienne, incluant le cerveau, le cervelet, le diencéphale et le tronc cérébral. Il faut savoir que l'encéphale et la moelle épinière composent ce qu'on appelle le système nerveux central. Comme vous pouvez le remarquer, le système nerveux central est protégé par notre squelette, l'encéphale par le crâne et la moelle épinière par la colonne vertébrale. Tout le reste fait partie du système nerveux périphérique. Notre système nerveux central
a une fonction de régulation et d'intégration. Il interprète l'information sensitive qui lui parvient et il élabore des réponses motrices adaptées, puisque l'utilité première d'un neurone, c'est de produire du mouvement. Et ces réponses sont fondées sur l'expérience, donc la mémoire, sur les réflexes, qui par définition sont involontaires, et sur les conditions ambiantes. Si on parle de l'expérience, c'est celle qui va différencier un débutant d'un expert. Dans le cadre sportif, on pourrait le comparer au nombre de fois où il aura répété le mouvement. Concernant les réflexes, il y en a une multitude et je ne vais pas les détailler dans cet épisode. On peut prendre par exemple le réflexe myotatique qui correspond à une contraction musculaire brève et involontaire en réponse à son propre étirement afin de maintenir la position du corps dans l'espace. Et vis-à-vis des conditions ambiantes, la réponse motrice amenée par votre système nerveux central ne sera pas la même s'il fait froid, si vous êtes stressé, si vous êtes déshydraté, etc., etc. Je vous ai donc dit que le système nerveux a une fonction sensorielle, par l'intermédiaire de nerfs sensitifs ou afférents, et une fonction d'intégration et de régulation via le système nerveux central, qui traite l'information sensorielle et qui décide des réponses à apporter selon la mémoire, les réflexes et les conditions ambiantes. Ce qui nous amène à la troisième fonction du système nerveux, qui est la fonction motrice, dont l'information est transmise du système nerveux central, par ce qu'on appelle des neurones moteurs, ou neurones efférents, ou encore motoneurones, vers les effecteurs, qui sont soit des muscles, pour les contractions musculaires, soit des glandes, pour les sécrétions glandulaires. Notre système nerveux a donc une fonction sensorielle, une fonction d'intégration et une fonction motrice. On va désormais zoomer sur le neurone, qui est l'unité fonctionnelle du système nerveux. Qu'est-ce qu'un neurone? Le neurone se compose d'un corps cellulaire comportant un noyau ainsi que tous les organites que l'on retrouve habituellement dans nos cellules. Je vous invite à écouter mon épisode sur la cellule humaine pour entrer un peu plus dans le détail. Dans un neurone, en plus du corps cellulaire, nous retrouvons des prolongements. Un neurone possède deux types de prolongements. Nous avons à une extrémité des ramifications qui sont nommées dendrites. Ces dendrites servent à transmettre les influx sensitifs de la périphérie du neurone vers le corps cellulaire. Les dendrites ont donc une fonction sensorielle et un neurone peut posséder des centaines de dendrites. Le deuxième prolongement que nous retrouvons dans un neurone est sous la forme d'une tige allongée que l'on nomme axone ou fibre nerveuse. Il n'y a qu'un seul axone par neurone, qui peut être de longueur variable, et dont le rôle est de produire les influx moteurs du corps cellulaire du neurone vers la périphérie. L'axone se termine, comme les dendrites, par des arborisations irrégulières et ramifiées nommées terminaisons axonales, au bout desquelles nous retrouvons des boutons synaptiques contenant des vésicules qui stockent des neurotransmetteurs, qui sont en quelque sorte des messagers chimiques. Autour de cet axone, nous pouvons retrouver ou non ce qu'on appelle une gaine de myéline. Cette gaine de myéline sert à protéger les fibres nerveuses et elle accroît la vitesse de propagation des influx nerveux. La myéline étant un lipide, ce qui fait que notre système nerveux, dont l'encéphale regroupe le plus grand nombre de neurones, est en grande partie composé de gras. Vous avez probablement déjà entendu parler d'une pathologie nommée la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune qui va dégrader ces gaines de myéline et de fait perturber le fonctionnement normal du système nerveux. Ça fait beaucoup d'informations à assimiler, mais ce n'est pas si compliqué. Comme vous n'avez pas de schéma sous les yeux, je vous invite à faire un effort de pensée. Je vous laisse visualiser un arbre sans ses feuilles. Cet arbre représente un neurone. Les branches de cet arbre, qui peuvent être des centaines, représentent les dendrites, ayant un rôle de récepteur des influx sensitifs. Le tronc de cet arbre représente l'axone, puisqu'un neurone possède qu'un seul axone, permettant de produire les influx moteurs. Autour du tronc, vous retrouverez l'écorce de l'arbre que l'on pourrait assimiler à la gaine de myéline, permettant de protéger le tronc, donc l'axone, et d'accroître la vitesse de propagation des influx nerveux.
Au bout de ce tronc, donc de cet axone, vous apercevez des racines, que l'on nomme terminaisons axonales, qui finissent par des boutons synaptiques contenant des neurotransmetteurs. Les informations, nommées influx nerveux, circulent toujours des branches vers les racines. Maintenant, concernant le corps cellulaire, il peut se situer à différents endroits du neurone. Soit il se trouve à la naissance des branches, donc des dendrites. Dans ce cas, nous parlons d'un neurone de forme multipolaire. Cette forme de neurone correspond à celle des motoneurones, ou neurones moteurs, ou neurones efférents, c'est-à-dire ceux qui ont leur corps cellulaire situé dans la substance grise de notre système nerveux central, donc dans notre crâne ou notre moelle épinière, et qui envoient un influx nerveux vers la périphérie, soit vers un muscle ou bien vers une glande. Les neurones sensitifs, c'est-à-dire ceux qui perçoivent les informations sensorielles, ont à l'inverse un influx nerveux qui circule de la périphérie vers le système nerveux central, dit afférent. Ces neurones sensitifs, qu'on a nommés tout à l'heure, chimio, baro, mécano, osmo, thermo et photorécepteurs, ont toujours leur corps cellulaire qui se situe dans un ganglion accolé à l'axone, qui est en dehors du système nerveux central. On parle de neurones de forme unipolaire. Et enfin, nous avons des neurones qui relient des neurones sensitifs à des neurones moteurs, que l'on nomme tout simplement interneurones. Dans leur cas, le corps cellulaire est placé au milieu du tronc, pour reprendre la métaphore de l'arbre, donc au milieu de l'axone du neurone, et ce corps cellulaire est toujours situé dans le système nerveux central. On parle de neurones de forme bipolaire. Cet influx nerveux va passer des dendrites jusqu'au bouton synaptique du neurone, en passant par le corps cellulaire et l'axone, puis de neurone en neurone jusqu'à ce que le message atteigne sa cible, qui est soit un muscle, soit une glande. Je récapitule. Les neurones moteurs, aussi appelés motoneurones ou neurones efférents, possèdent leur corps cellulaire dans l'encéphale ou la moelle épinière, à la base de leur dendrite, de forme multipolaire, et envoient l'influx nerveux du système nerveux central vers la périphérie. Les neurones sensitifs, dits afférents, possèdent leur corps cellulaire dans un ganglion accolé à l'axone, dit de forme unipolaire, qui se situe toujours en dehors du système nerveux central et qui transmettent les informations du système nerveux périphérique, donc de nos nerfs, vers le système nerveux central. Et enfin, nous possédons des neurones qui relient les neurones sensitifs et les neurones moteurs, nommés interneurones ou neurones d'association, qui possèdent leur corps cellulaire au milieu de l'axone, de forme bipolaire, toujours situé dans le système nerveux central. L'ensemble de ces neurones sont regroupés, comme pour les fibres musculaires, dans des faisceaux, et ce regroupement de neurones allant d'un point A à un point B se nomme nerf. Tous ces nerfs prennent naissance sur le système nerveux central. Nous avons 12 paires de nerfs qui s'insèrent sur l'encéphale, on parle de nerfs crâniens, et 31 paires de nerfs qui s'insèrent sur la moelle épinière, que l'on nomme des nerfs rachidiens ou spinaux. Dans notre tissu nerveux, nous retrouvons aussi des gliocytes, qui sont 10 fois plus nombreux que les neurones, mais qui, contrairement à eux, ne transmettent pas d'influx nerveux. Nous retrouvons 4 formes de cellules gliales dans notre tissu nerveux. Les cellules de Schwann, qui forment la gaine de myéline autour des axones du système nerveux périphérique. Les oligodendrocytes, qui forment les gaines de myéline autour des axones du système nerveux central. Les épendymyocytes, qui tapissent les cavités du système nerveux central et facilitent la circulation du liquide céphalorachidien. Et enfin, les astrocytes, qui assurent la nutrition et la protection des neurones en participant à la barrière hémato-encéphalique et en stockant du glucose sous forme de glycogène et aussi en fournissant du lactate aux neurones. Oui, il faut savoir que les neurones sont des cellules dites glucodépendantes non strictes, c'est-à-dire qu'elles utilisent principalement le glucose comme substrat énergétique. Je rappelle que le cerveau représente plus ou moins 2% du poids corporel d'un individu, mais qu'il oxyde environ 25% du glucose et 20% de l'oxygène apporté à l'organisme. En revanche, si le glucose se fait rare,
le tissu nerveux peut consommer d'autres substrats énergétiques, comme le lactate et les corps cétoniques. On a désormais fait le tour concernant l'anatomie d'un neurone, de manière simplifiée. Je vais désormais essayer d'éclaircir certains points concernant le fonctionnement général du système nerveux. Nous pouvons organiser notre système nerveux selon plusieurs critères. On peut déjà le compartimenter selon sa localisation, avec d'un côté le système nerveux central, qui regroupe l'encéphale et la moelle épinière, étant le centre de régulation et d'intégration de notre corps, qui interprète l'information sensitive qui lui parvient et qui élabore des réponses motrices en fonction de la mémoire, des réflexes et des conditions ambiantes. De l'autre côté, nous avons le système nerveux périphérique, qui regroupe l'ensemble de nos nerfs, soit 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs spinaux, et ces nerfs ont deux fonctions. Une voie sensitive qui permet de faire remonter la perception des stimuli internes et externes de notre organisme, des récepteurs sensoriels jusqu'au système nerveux central. Et une voie dite motrice qui permet la propagation des influx nerveux du système nerveux central vers les effecteurs de notre corps pour produire soit une contraction musculaire ou bien une sécrétion glandulaire. On va maintenant approfondir concernant cette voie motrice, parce qu'il y a des choses que l'on maîtrise de manière consciente et d'autres que l'on ne maîtrise pas. Par exemple, si je décide de faire une flexion de bras, je donne l'ordre, de par mon système nerveux central, d'envoyer un influx nerveux par l'intermédiaire de motoneurones le long d'un nerf de mon système nerveux périphérique afin de contracter les fibres musculaires de mon biceps brachial. Je peux choisir l'intensité de la contraction et l'amplitude de la rétractation de mon biceps. Ça ne pose aucun souci si je n'ai pas de pathologie qui m'en empêche. En revanche, ce n'est pas moi qui donne le signal à mon cœur de battre, à mes poils de s'hérisser, à mes pupilles de se rétracter ou de se dilater, à mon système digestif de s'activer ou de s'inhiber. Et heureusement qu'on ne le conscientise pas. Ça serait extrêmement compliqué de ne pas oublier de respirer. On peut donc différencier deux voies motrices. Une voie motrice dite somatique, c'est celle que l'on conscientise, que l'on contrôle, qui nous permet d'interagir avec l'environnement extérieur de notre organisme, comme par exemple tenir en équilibre, se mouvoir, mastiquer, parler ou encore cligner des yeux. Et une voie motrice dite autonome ou neurovégétative que l'on ne contrôle pas volontairement. En gros, le système nerveux autonome, c'est celui qui assure la régulation des fonctions vitales internes, comme la respiration, la digestion, les sécrétions hormonales, la fréquence cardiaque et la vasomotricité. Toujours dans une recherche d'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre interne à notre organisme. Et au sein de ce système nerveux autonome, nous retrouvons deux voies qui ont des effets antagonistes. D'un côté, le système nerveux sympathique et de l'autre, le système nerveux parasympathique. Je rappelle à tous les abonnés de ma page Patreon que vous avez accès à l'ensemble des résumés de mes épisodes avec des schémas simplifiés à partir du niveau premium. Le système nerveux sympathique intervient dans la réponse à un stress. Il prépare l'organisme à l'action en accélérant le rythme cardiaque, en augmentant la pression artérielle et en mobilisant les réserves énergétiques. Le système nerveux parasympathique est responsable des effets inverses. Il baisse la fréquence et la force de contraction cardiaque, il diminue la pression artérielle et il est en charge du rétablissement des réserves énergétiques par une stimulation de l'activité digestive. Et oui, c'est le système nerveux parasympathique qui innerve le système digestif. Ce qui signifie que manger en faisant du sport est une contradiction dans les termes, puisque l'activité physique stimule le système nerveux sympathique, alors que digérer nécessite l'intervention du système nerveux parasympathique ayant des fonctions opposées. Heureusement, les deux fonctionnent de manière toujours conjuguée dans une recherche d'équilibre harmonieux. Je récapitule. Nous pouvons diviser notre système nerveux en plusieurs parties. D'un côté, le système nerveux central, comprenant l'encéphale dans notre boîte crânienne et la moelle épinière dans notre colonne vertébrale. Et de l'autre, le système nerveux périphérique, qui comprend l'ensemble de nos nerfs qui naissent de l'encéphale pour les nerfs crâniens ou de la moelle épinière pour les nerfs spinaux, et qui vont jusqu'à des effecteurs, qui sont
soit des glandes, soit des muscles. Au sein de notre système nerveux périphérique, nous avons deux voies de contrôle. Une voie dite somatique, c'est celle que l'on contrôle, qui permet la communication entre notre corps et notre environnement. Se mouvoir, mâcher, parler, etc. Et une voie autonome qui échappe à notre volonté de contrôle, permettant l'homéostasie interne à notre organisme. Fréquence cardiaque, gestion de notre système endocrinien et de nos réserves énergétiques. Au sein de cette voie autonome, nous avons un système dit sympathique qui prépare l'organisme à l'action et à l'inverse, un système dit parasympathique qui est actif au repos et favorise la digestion. On va finir cet épisode sur une dernière notion. Depuis le début, je vous parle d'influx nerveux, mais de quoi s'agit-il? L'influx nerveux, aussi appelé potentiel d'action, correspond à un signal électrique qui se propage le long de la membrane d'un neurone. Techniquement, ce n'est qu'un déplacement d'ions de sodium et de potassium au travers des canaux ioniques qui se situent dans la membrane plasmique d'un neurone. Au repos, on dit qu'un neurone est polarisé parce qu'il y a une répartition des charges inégale de part et d'autre de la membrane, avec des ions potassium à l'intérieur de la cellule et des ions sodium à l'extérieur. On parle de potentiel de repos qui correspond à moins 70 millivolts. Quand il y a une stimulation suffisante, les canaux de sodium dans la membrane s'ouvrent et laissent entrer le sodium dans la cellule. C'est ce qu'on appelle une dépolarisation qui provoque l'influx nerveux. Cet influx nerveux circule toujours en passant d'abord par les dendrites vers le corps cellulaire, puis dans l'axone vers les terminaisons nerveuses jusqu'au bouton synaptique. La synapse correspond à l'espace qu'il y a entre les terminaisons axonales d'un neurone et les dendrites d'un autre neurone ou d'une autre cellule musculaire ou glandulaire. Cette dépolarisation de la membrane provoque l'ouverture de canaux à calcium qui entraînent la libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique, soit l'espace entre les deux neurones, les neurotransmetteurs étant des messagers chimiques. Et cette action va se répéter de neurone en quelques millièmes de seconde jusqu'à atteindre sa cible. L'influx nerveux est donc une onde de nature électrochimique qui se propage au travers de la membrane d'un neurone par un déplacement d'ions sodium et potassium des dendrites vers les boutons synaptiques et de neurone en neurone par l'intermédiaire de canaux à calcium, de neurotransmetteurs et de récepteurs spécifiques au travers des synapses. Un neurone étant lié à des milliers d'autres neurones, il réalise à tout instant une synthèse des informations reçues et la vitesse de l'influx nerveux va dépendre à la fois du diamètre de l'axone et du fait qu'il soit myélinisé, c'est-à-dire qu'il soit entouré d'une gaine de myéline. Il y a un dernier élément intéressant à savoir, c'est que nous avons différents types de neurotransmetteurs selon les informations qui circulent au travers de notre système nerveux. Et je suis sûr qu'il y a des noms qui vont vous paraître familiers. On peut regrouper ces neurotransmetteurs en plusieurs catégories. Le plus commun étant l'acétylcholine, qui correspond à la synthèse de la choline et de l'acétylcoenzyme A, qui est le neurotransmetteur principal qui intervient au sein de notre système nerveux somatique, c'est-à-dire la voie motrice que l'on contrôle, et aussi au sein de notre système nerveux parasympathique, celui qu'on ne contrôle pas et qui sert principalement à ralentir les fonctions de notre organisme. A contrario, on va retrouver les catécholamines, avec principalement la noradrénaline et l'adrénaline, qui sont des neurotransmetteurs du système nerveux sympathique, celui qui nous met en action pour survivre. Toujours dans cette catégorie de catécholamines, on retrouve l'histamine, la dopamine, le fameux neurotransmetteur du plaisir, mais aussi de l'addiction, et enfin la sérotonine, qui est impliquée dans la thermorégulation, les comportements alimentaires et sexuels, le cycle veille-sommeil, la douleur, l'anxiété, l'agressivité et la dépression. En troisième catégorie de neurotransmetteurs, on peut mettre certains acides aminés. L'aspartate, la glycine, le GABA, qui est un inhibiteur, et le glutamate,
qui a un rôle dans les fonctions cérébrales d'apprentissage et de mémorisation, mais qui a trop grande concentration est susceptible d'entraîner des effets pathologiques comme la maladie d'Alzheimer. Et en quatrième catégorie de neurotransmetteurs, on peut mettre les peptides avec l'encéphaline, la substance P et un très connu, l'endorphine. On arrive désormais à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Pensez à mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi diffuser l'épisode sur vos réseaux sociaux pour aider ceux qui partagent votre passion. Et enfin, si vous en voulez plus, ça se passe sur ma page Patreon. Vous avez le lien dans la description. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochains épisodes.